Nous connaissons la fonction qui décrit la trajectoire d'un projectile en prenant en compte l'angle de tir, la vitesse initiale et la gravité. Dans le sens de x, on reprend la définition de la vitesse, on résout pour dx et on intègre des deux côtés. Dans le sens de y, comme il y a une accélération, on reprend sa définition et on intègre deux fois. Une fois sur la vitesse, d'une vitesse initiale v0y dans le sens de y à une certaine vitesse v, puis sur la position verticale y. Combinant ces deux expressions, on obtient une fonction décrivant la trajectoire d'un projectile. Et la portée, x max, est logiquement donnée lorsque y est à 0. C'est assez simple et explicable en une demi-page. Ce qui est moins simple, et qui s'explique en une demi-douzaine de pages, c'est lorsqu'on tente de prendre en compte la force de traînée. Et c'est ce que ce document propose de faire. Un projectile est une masse qui est lancée à la fois à l'horizontale et à la verticale. Lors de la montée, le projectile ressent deux forces à la verticale, toutes les deux négatives, la gravité et la traînée. Lors de la descente, elle ressent toujours deux forces, mais la traînée est devenue positive. À l'horizontale, la masse ne ressent qu'une force, la traînée. Nous allons donc trouver une expression pour la vitesse et la position verticale du projectile quand il monte, trouver une expression pour la vitesse et la position verticale du projectile quand il descend, trouver une expression pour la vitesse et la position horizontale du projectile, combiner ces expressions pour obtenir une fonction décrivant la trajectoire d'un projectile soumis à une traînée, y de x. Et pour finir, nous décrirons une méthode approximative d'obtenir une courbe représentant cette fonction. Ce sera plus simple, ce sera une manière sympa de vérifier que nous avons bien maîtrisé les mathématiques utilisées pour ce projet, et méritons de parler de nous-mêmes à la première personne du pluriel. Au début, le projectile ressent deux forces, s'opposant à son mouvement. La force due à la gravité, Fg, et la traînée, Fd. Par la seconde loi de Newton, on trouve l'accélération. On résout donc pour l'accélération, qu'on remplace par sa définition, et on organise de manière à obtenir une équation séparable. Ça consiste simplement à factoriser g. On opère une substitution pour plus de lisibilité. On sépare les variables et nous obtenons enfin nos intégrales dont les limites sont d'une vitesse horizontale v0 à une certaine vitesse v. Substituons bêta v pour u. On passe ensuite le bêta de l'autre côté. Et c'est ici qu'il faut s'accrocher. On peut prouver par ailleurs et par le test cette relation. Il en découle logiquement la réciproque, ce qui nous donne la primitive de 1 sur 1 plus x carré. Fort de cette information, nous pouvons intégrer en prenant soin d'adapter les limites à notre substitution. Et nous résolvons enfin pour v. Attention toutefois, cette expression n'est plus valable lorsqu'on atteint v est égal à 0. On détermine donc le temps t lim auquel cette vitesse est atteinte. Maintenant, on cherche une expression pour la trajectoire. Comme on est dans la direction verticale, on peut trouver à ce point une expression pour y. Opérons une substitution pour voir. Ça devrait marcher puisque le premier terme est constant. La substitution fonctionne, appliquons-la en faisant attention à adapter les limites d'intégration. Un meilleur prof que moi pourrait prouver par ailleurs et par le test la relation suivante, ce qui nous donne cette expression. Elle est jolie celle-là, et elle va être facile à entrer sur une feuille de calcul. On note que la hauteur maximale sera atteinte lorsque t est égal à t lim. Très bien, on a fait un tiers du boulot. Passons maintenant à la descente. C'est une chute libre, le projectile commence à une vitesse v0 puis accélère vers le bas. On utilise encore la seconde loi de Newton. On opère la substitution à nouveau. Cette fois, les limites d'intégration sont d'une vitesse v égale 0 à une certaine vitesse v, et du temps auquel nous avons atteint v égale 0, au bout de la montée du projectile, c'est-à-dire t lim. On opère une substitution sur le côté gauche, ce qui nous donne quelque chose de plus lisible. Une autre identité bien utile est celle-ci. Après quelques tests avec des valeurs aléatoires pour u, on trouve que a est égal à b qui est égal à 1/2. Notre intégrale devient donc, après substitution de u, et les intégrales sont maintenant intégrables. On opère une substitution pour chaque intégrale du côté gauche et on intègre. On multiplie les deux côtés par bêta et on obtient une équation à résoudre pour v. Par la propriété des logarithmes ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b, on réécrit notre équation et on résout pour v.
Alternativement, on peut utiliser l'identité tan hyperbolique, enfin l'inverse de la tangente hyperbolique de x est égal à 1/2 de ln de 1 plus x sur 1 moins x. Et comme ça donne quelque chose de plus facile à lire et à écrire, c'est celle que je vais utiliser. Pour trouver la position en fonction du temps, on reprend à nouveau la définition de la vitesse. On sait ce qu'il nous reste à faire, remplacer Vy par l'expression que nous avons trouvée et prendre l'intégrale des deux côtés. Attention aux limites d'intégration, on part d'un temps t lim et d'une hauteur y max. On opère donc une substitution, on peut, puisque le premier terme est constant et le terme variable n'est pas au carré. On peut trouver par ailleurs que l'intégrale de la tangente hyperbolique de x par rapport à dx est égale à ln du cosinus hyperbolique de x, pas à moi, mais on me dit qu'on le peut. 2/3 du boulot terminé, passons maintenant à l'horizontale. Dans cette direction, il n'y a pas de gravité, donc les choses devraient être plus simples. On met en place la loi de Newton et on remplace A par sa définition. Opérons une petite substitution. L'intégrale devrait être elle aussi plus simple, et à partir de là, c'est roue libre. Et la position x donne par intégration une jolie expression. Et voilà. Il est enfin temps de combiner la position x avec la position y. Tout d'abord, nous reprenons la limite à laquelle les équations pour y doivent changer. Pour rappel, voici à quoi t lim est égal. Ensuite, on résout la fonction x pour t et on l'intègre aux fonctions y, de 0 à x lim et de x lim à x. Avant de commencer à programmer une feuille de calcul, on dirait qu'il serait une bonne idée de dresser une liste de toutes les constantes qu'on a définies au fur et à mesure de ce travail. Tout d'abord, les vitesses initiales, le coefficient de traînée d'une sphère, ensuite la masse volumique du fluide dans lequel le projectile se déplace, je choisis l'air, le rayon et la surface frontale de la sphère, la gravité, la masse volumique de la sphère, le volume de la sphère et la masse de la sphère, et je pourrais ainsi modifier les paramètres du projectile facilement. Restent les constantes que nous avons créées, et voilà. Il faut l'admettre, trouver y de x n'est pas une mince affaire. Il a fallu à cet imposteur de prof de maths une bonne journée pour la trouver, la tester, la corriger, la tester à nouveau, jusqu'à écrire ces deux expressions avec une confiance relative mais élevée. Par l'approximation, on devrait trouver la même chose, sans passer par l'étape trouver la fonction y de x. Il suffit, à chaque pas, d'évaluer l'évolution de la vitesse et de la distance parcourue. Dans le sens de x, en reprenant la seconde loi de Newton, on peut écrire ceci, et par approximation en déduire cela. On peut donc construire une suite numérique de premier terme Vx0 et de raisons moins alpha carré Vx carré, delta t, tel que le terme suivant est égal au terme précédent plus le changement de vitesse. Pour trouver x petit n, il faut se rappeler que l'air sous la courbe v de t est la distance parcourue. On calcule donc le produit de la vitesse à n-1 par le temps delta t, l'air du rectangle, et on lui ajoute le produit de la différence entre Vn et Vn plus 1 avec delta t qu'on divise par 2, l'aire du triangle. On peut donc construire une suite numérique de premier terme x0 égale 0 et de raison Vn-1 fois delta t plus Vn moins Vn-1 sur 2 fois delta t. Dans le sens de y, il faut se rappeler du changement de direction de fd à x lim. On aura jusqu'à x lim cette expression, à partir de x lim cette expression, et pour y, cette expression. Et à quoi ça ressemblerait sur une feuille de calcul? On créerait une colonne contenant la suite numérique pour x. Pour la suite numérique pour y, on placerait les deux formules dans une fonction si, la condition étant ceci, x lim et t lim. Et pour la condition x est inférieur à x lim, on a les deux fonctions vrai et faux. Comparant la fonction y de x à cette approximation, on obtient les deux courbes suivantes. C'est plutôt joli. L'analyse et l'approximation sont en accord, ce qui est une indication que l'analyse, prendre les intégrales, définir les limites, etc., est bonne. Cet imposteur de prof de maths est content.